L'Argentine vote dimanche pour le second tour de sa présidentielle. Deux candidats radicalement opposés s'affrontent. Sergio Massa, l'actuel ministre de l'économie, et Javier Milei, celui qui se présente comme le candidat anti-système. Alors l'issue du scrutin sera déterminante pour l'avenir du pays. Et pourtant, le duel s'annonce très incertain. Les sondages donnent les deux candidats au coude à coude. Alors pour comprendre ce qui se joue à travers cette élection, deux invités aujourd'hui avec nous en plateau. Florence Pinault de Villechenon. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes franco-argentine, professeure, directrice scientifique du CERAL, le Centre d'études et de recherche Amérique latine-Europe à l'ESCP Business School. Et nous avons également le plaisir d'être avec Jean-Louis Martin, économiste et consultant, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bienvenue à vous sur le plateau du 64. Alors je le disais, deux candidats radicalement opposés. On va revenir au cours de ce grand angle sur leur profil. Mais ma première question, elle s'adresse à vous, Florence Pinault de Villechenon. Vous êtes franco-argentine. Ce qui se joue dimanche, c'est un vote finalement pour ou contre le système en place ? Je pense qu'on peut le dire de la sorte. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que depuis le démarrage de la campagne, alors il faut remonter aux primaires obligatoires du mois d'août, puis un premier tour et un deuxième tour 4 semaines après, ce qui est plutôt long par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. On a quand même des élections très particulières dans la mesure où un parti qui était donné gagnant il y a l'an dernier ou quelques mois a été évincé au premier tour et on retrouve un candidat anti-système. Qui surprend et sur lequel, je pense, on va revenir. On va revenir sur ce profil. Effectivement, vous diriez, vous, que Javier Milei, c'est un petit peu le nouveau Donald Trump version Argentine ? C'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias. C'est clair, il y a des points communs. À certains égards, il a fait des déclarations qui sont encore beaucoup plus étranges que celles de Trump ou de Bolsonaro au Brésil. Et sur le plan économique, il propose aussi des choses beaucoup plus radicales que ce qu'on a vu au Brésil et aux États-Unis. Alors justement, on va revenir sur ce plan économique qui est important. Je voudrais qu'on regarde avant cela un extrait justement du débat de l'entre-deux-tours entre les deux candidats. On regarde cela et on commente juste après. Je veux être président tout en comprenant que certains n'ont même pas voté pour moi par conviction, mais simplement pour éviter de choisir la voie de la violence, de la haine et du mal. Je veux leur dire à tous que je travaillerai à partir du 10 décembre pour qu'ils sentent qu'ils n'ont pas jeté leur vote, mais qu'ils ont fait confiance à quelqu'un et qu'ils ont construit la confiance. Demandez-vous si vous préférez l'inflation à la stabilité. Si vous préférez ce déclin à la production de l'emploi ou si vous préférez la croissance économique. Si vous voulez continuer à soutenir cette caste politique corrompue, corruptrice, parasitaire et inutile, qui ne fait que détruire notre production de richesse et nous enfoncer de plus en plus. Au fond, je vous demande aussi si vous voulez choisir entre le populisme qui nous fait sombrer et la République. Voilà le candidat Javier Milei. Alors en face de lui, celui qui est arrivé, il faut quand même le rappeler, en tête du premier tour, c'est Sergio Massa, l'actuel ministre de l'économie, candidat du centre-gauche. C'était quand même une surprise son arrivée en tête du premier tour. En tout cas, on est dans un contexte où aujourd'hui l'Argentine connaît un taux d'inflation de plus de 143% sur 12 mois. C'est considérable. Comment expliquer finalement ce qui a l'air de relever du miracle, lui qui n'a pas réussi à juguler cette inflation, et bien pourtant il se retrouve en tête du premier tour. C'est vrai que pour un ministre de l'économie en place, se présenter à une élection avec 140 et quelques % d'inflation, une économie en récession, on s'attend environ moins 2,5% pour l'année 2023, c'est partir avec un handicap évident. Ce qu'il apparaît dans le résultat du premier tour, c'est peut-être que l'appareil politique péroniste fonctionne encore et que dans les provinces, dans la province de Buenos Aires en particulier, cet appareil a réussi quand même à attirer des voix vers Sergio Massa. Je pense aussi qu'il est arrivé en tête au premier tour parce que il y avait sans doute une
candidate pas très bonne de la droite traditionnelle et plus à droite, un candidat qui faisait peur à un certain nombre d'électeurs. Donc ça a joué pour lui, malgré ses handicaps objectifs sur les performances de l'économie argentine. Alors justement, des handicaps objectifs, effectivement, on imagine qu'il n'a pas pu mener sa campagne en se basant sur son bilan, en tout cas pas son bilan économique. Quels ont été, Sergio Massa, ces grands arguments de campagne? Comment est-ce qu'il a fait finalement pour se distinguer du pouvoir en place, du président actuel qui est très impopulaire aujourd'hui? Alors je crois que là, il faudrait peut-être, si vous me le permettez, juste remonter en 2 phrases à la longue trajectoire de l'Argentine, toutes ces décennies, qui est au fait, malgré tous les talents, les atouts du pays et des performances qu'il est capable de produire, qui est quand même un peu l'histoire d'un déclin. Donc on se retrouve avec une société, des citoyens qui sont un peu pris en étau par un État paternaliste qui ne les laisse pas croître. C'est la perception qu'ont surtout une bonne partie des gens qui ont voté Milei. Alors je pense que ça explique le phénomène Milei qui d'emblée se positionne comme le candidat anti-caste, c'est la caste politique, c'est l'establishment contre lequel il se hisse et il vocifère, et que du coup, effectivement, il y a eu, parce qu'il nous a surpris, ce monsieur Milei, dans les primaires. Du coup, ça a gonflé ses attentes et il se voyait déjà en tête du premier tour, voire l'emportant. Donc, vous voyez, c'est une campagne pleine de lui, il faut surprises. quand même rappeler que Javier Milei, il est assez récent finalement sur la scène politique écoutez, c'est un argentine. Sa carrière de politicien, elle a 2 ans. Il a emporté un siège de député pour la ville de Buenos Aires dans le dernier renouvellement partiel de mid-term, si j'emploie le terme américain. Donc ça date de là. Et tout d'un coup, on voit surgir et vociférer ce que un journaliste, je trouve très intéressant, comme il l'a baptisé, le Prométhée en blouson noir et chevelure ébouriffée. C'est-à-dire qu'on a pas un candidat complètement disruptif, très violent dans ses propos, très agressif. Il parle par exemple de dynamiter la Banque centrale, de tailler à la tronçonneuse dans les dépenses publiques. On l'a vu même avec le point levé, avec une tronçonneuse dans les mains au milieu de la foule, des scènes qui peuvent sembler en tout cas assez surréalistes, mais ça plaît. Alors ça a plu pour une citoyenneté qui se sent, je trouve que aujourd'hui la société argentine, pour en parler comme ça au sens large, est un peu exsangue. Elle est épuisée. Et puis c'est pour ça que j'évoquais un peu cette trajectoire déclinante qui fait mal. C'est-à-dire qu'elle est fatiguée parce qu'elle se dit finalement, on a célébré quand même, on a rendu hommage à 40 ans de démocratie, c'était important. Pas d'ombre de coup d'État en Argentine, je n'y crois absolument pas, et le reste des analystes non plus. Mais en même temps, on voit bien que dans ces 40 ans, vous avez eu 28 ans dans les mains du péronisme, dont 20 dans les mains plutôt du kirchnerisme. Et du coup, une population qui se dit, mais avec tout ça, j'ai aujourd'hui de l'inflation, ma monnaie brûle dans la poche parce que demain, elle va valoir moins qu'aujourd'hui, et j'ai 40% de pauvreté dans un pays qui peut nourrir 300 millions d'habitants. Alors justement, Javier Milei, il a un profil d'économiste. Alors il a un peu touché à tout, le football, le rock'n'roll, l'économie. Mis à part le fait de vouloir dynamiter, comme je le disais, la Banque centrale ou tailler à la tronçonneuse dans les dépenses publiques, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui très concrètement comme solution aux Argentins pour répondre à cette crise économique, à cette situation de surendettement et cette inflation qui dépasse les 140%? Alors, une des mesures qu'il propose les plus visibles et les plus spectaculaires, c'est la disparition du peso argentin, puisqu'il propose de dollariser complètement l'économie. Il y a déjà quelques pays qui ont fait ça en Amérique latine. Il y en a 2. Il y a le Salvador et l'Équateur, où les monnaies locales ont disparu. La Banque centrale dans ces pays existe toujours pour des questions de régulation bancaire et d'autres choses, mais il n'y a plus de monnaie nationale. C'est aussi ce qu'il propose. Alors, il propose en plus de faire sauter la Banque centrale, qui a quand même d'autres fonctions que d'émettre la monnaie. Mais je crois que... alors, on peut parler aussi de est-ce que c'est raisonnable comme solution? Personnellement, je ne le crois pas. Mais pourquoi il propose ça? C'est parce que les Argentins ont totalement perdu confiance dans leur propre monnaie. En raison de l'inflation, en raison des contraintes sur l'accès aux devises.
qui fait que je ne sais plus où en est le peso aujourd'hui, mais enfin on est au-delà sur le marché libre, on est au-delà de 1000 pesos par dollar. Et la chute libre se poursuit. Mais alors justement, si c'est pas viable comme proposition, comme vous dites, il n'y a pas des économistes en Argentine qui essayent de mettre un peu le haut là en disant attention, ça ne marche pas ce qu'ils proposent. Alors d'une part, que ça ne soit pas viable, c'est mon avis, c'est aussi l'avis de beaucoup d'autres économistes, mais enfin il se retrouve aussi, Milei pour commencer, qui pense que c'est une solution. Et puis, comme on le disait, la lassitude devant l'évolution du pays est telle que les Argentins sont prêts à essayer autre chose. Une des raisons, par exemple, pour lesquelles je crois que ça va poser des très sérieuses difficultés économiques, et ça, on l'a constaté, par exemple, en Équateur, dans un pays qui est principalement exportateur de matières premières, ce qui est le cas de l'Argentine. C'est pas du pétrole comme en Équateur, mais ce sont des matières premières agricoles. Surtout. Si la quantité exportée de matières premières diminue ou si le prix diminue, la quantité c'est ce qu'on a en ce moment en raison d'une sécheresse, et ben, les entrées de dollars dans le pays vont diminuer et la masse monétaire disponible dans le pays va diminuer. Une objection aussi de beaucoup d'autres économistes, c'est que pour commencer, les réserves en devises détenues aujourd'hui par la Banque centrale sont très très faibles. Alors évidemment, les Argentins ont aussi beaucoup de dollars cachés chez eux, une partie de leur épargne, mais ce choix risque quand même de poser des sérieux problèmes dans le futur de l'économie. Et en tout cas, on imagine un scénario plutôt de rupture par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui sur le plan économique. Rupture aussi peut-être au niveau de la société, parce que Javier Milei, je rappelle qu'il est climato-sceptique, il est pro-armes, il souhaite abroger le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, il est pour la vente d'organes. Qu'est-ce qui le rend si populaire finalement et quels sont ces électeurs? Est-ce qu'on a le profil type? Aujourd'hui, on est capable de dresser le profil type de l'électeur de Javier Milei? Oui, je pense que c'est un électorat qui est jeune. Ce sont des jeunes qui sont issus de petites classes moyennes, qui vivotent, qui finalement sont très indépendants de l'État parce qu'ils développent, on pourrait dire, des petits boulots. Donc, eux, la protection de l'État, ça ne percute pas trop dans leur esprit, finalement qui ont un certain goût pour la liberté, mais c'est une classe alors hyper connectée, mais c'est une classe paupérisée. Et je pense que ce qui explique le succès de ce phénomène, de cet outsider, c'est que il y a un sentiment qui est devenu assez patent au fil de la campagne aussi, et puis avec ce grand rendez-vous électoral, de déclassement, c'est-à-dire on se retrouve aujourd'hui avec une population qui a l'impression que cet ascenseur qui avait animé la société argentine depuis les temps de l'arrivée des grands flux migratoires, qu'on est sûr que vos enfants, que je vais mieux que mes parents et que mes enfants iront mieux que moi, là, tout d'un coup, on n'y croit plus. On n'y croit plus et on responsabilise de ça. Alors, il est vrai que l'actualité s'y prête et fournit des éléments. Finalement, en fait, il a réussi à surfer sur une certaine forme peut-être de lassitude des Argentins, vis-à-on de la classe politique, des forces politiques plus traditionnelles. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le chemin, et puis on reviendra peut-être sur ce débat, le dernier qui a eu lieu dimanche dernier, mais du coup, on voit que après, il a arrondi un peu les angles, parce qu'il y a l'ancien président Macri qui est venu certainement qui lui a dit à l'oreille qu'il fallait adoucir certains angles, parce qu'il y avait des sujets qui ne passaient pas. Mais il reste sur ce côté de anti-caste, et du coup ça tombe pour lui très à propos, parce que finalement, effectivement, lui, il apparaît comme le candidat farfelu, instable émotionnellement, qui ne paraît pas à même de garantir la gouvernabilité face à un monsieur Massa qu'on peut voir dans l'émission en homme politique qui a l'habit du futur président. Mais finalement, aujourd'hui, quand il y a eu des scandales qui ont émaillé un peu l'actualité ces derniers jours, de corruption surtout, il y a eu des manques d'essence. Bon, M. Massa a réussi à surfer là-dessus avec beaucoup d'habileté. Mais finalement, on se demande aujourd'hui si le fait d'apparaître comme le politicien expérimenté, parce qu'il l'est, il est très expérimenté, il est extrêmement habile, certains disent même élastique, caméléon.
Si ça ne peut pas finalement lui faire Oui, défaut. parce que finalement, est-ce que dans son sac à dos, le fait d'être... C'est au fait un représentant de cette caste que Milei fustige avec ceux qui le soutiennent. Alors je voudrais qu'on parle également de la région. Hein, si Javier Milei est élu, il a promis par exemple de sortir l'Argentine du Mercosur. Le Mercosur, c'est ce marché commun du Sud qui regroupe donc l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Quelles conséquences ça pourrait avoir? Déjà, est-ce que vous pensez que s'il est élu, il tiendra cette promesse? Et si oui, quelles conséquences ça pourrait avoir sur la région? Alors, il a même aussi dit qu'il romprait les relations avec la Chine. Avec la Chine, avec le Brésil. Mais plus récemment, lors du dernier débat, il s'est un peu replié sur cette position. Le Brésil, c'est quand même le principal client de l'Argentine. Il est, puis en plus, bon, traiter Lula de communiste, c'est peut-être un petit peu excessif, mais de toute façon, c'est pas viable. La seule chose qui fonctionne à peu près bien dans le Mercosur, parce que ce sont des économies qui sont finalement beaucoup plus concurrentes que complémentaires, mais il y a quelque chose qui marche quand même un petit peu, c'est une relative intégration des marchés de l'industrie automobile entre le Brésil et l'Argentine, et ça tuerait l'industrie automobile argentine s'il sort des conditions Mercosur d'échange avec le Brésil. Donc c'est une idée qu'il a agitée pendant la campagne, mais je pense, là, je suis à peu près certain qu'il ne la mettrait pas en œuvre. Sur ce point-là, par exemple, les électeurs argentins, ils s'intéressent aussi à ces questions qui touchent à la région ou peut-être au potentiel remodelage des relations internationales entre l'Argentine et les autres États, où ils sont vraiment plutôt concentrés sur les thématiques liées à leur niveau de vie au quotidien. Le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, le premier des soucis est l'inflation. Le deuxième, l'inflation, et le troisième, l'inflation. Après, vous mettez... Bon, peut-être on pourrait jouer sur la gradation corruption, insécurité. Donc, non, pour répondre à votre question, certainement si dans des milieux professionnels qui sont liés à cette réalité régionale, mais dans le citoyen de la rue, non, ce n'est pas du tout son souci aujourd'hui. J'ose dire ça. Et une dernière question, parce qu'il nous reste malheureusement qu'une trentaine de secondes, elle sera pour vous. Est-ce que vous pensez que le dernier débat a rebattu les cartes? Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer que l'un ou l'autre des candidats est peut-être plus en avance? Je n'en sais rien, mais aucun des deux ne propose de solution viable au principal problème qui est celui que vient de mentionner Florence, qui est la question de l'inflation. Cette inflation vient principalement d'un déficit public excessif, financé de façon monétaire, et personne n'a de remède contre ça. Et ça sera le mot de la fin. En tout cas, le vainqueur prendra ses fonctions le 10 décembre prochain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau du 64.